j'ai envie un peu de commencer, puis je veux pas paraître méchant, mais un grand journaliste, animateur d'un grand réseau quand même, là, tu sais, TVA, LCN, il fait quoi sur un balado politique dans un sous-sol à Brossard? Ben parce qu'il aime bien Salim, il aime bien ce que vous faites aussi. Puis, parce que j'aime beaucoup la politique. En partant, d'ailleurs, c'est un peu le code ADN, comme vous, là, comme vous deux. C'est le code ADN de la joute et puis du bilan. C'est qu'on aime la politique. Puis, tu sais, la joute, c'est un balado. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. C'est ce qu'on fait, mais c'est bon, en direct à LCN. Puis, c'est ça. J'aime la politique comme les gens aiment le sport. Tu sais, pourquoi les gens écoutent les parties de hockey le samedi soir alors que le Canadien est éliminé depuis longtemps? Parce qu'ils aiment le hockey. Et puis, nous, on aime la politique. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment la politique. Puis, je me suis dit, c'est peut-être intéressant de venir jaser avec vous pour toutes sortes de choses, mais expliquer aux gens, parce que il y a un petit côté mystérieux, tu sais, qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment on prépare des émissions, comment on aborde la couverture politique, comment on commente la politique, tout ça. Fait que je me suis dit, c'est une belle occasion pour venir jaser avec Salim et Georges. Merci de ça. Puis, tu sais, t'as fait le parallèle entre la politique et le sport. Il y a beaucoup de gens qui disent que la politique, c'est un sport. Extrême. Souvent, il est même dans la catégorie des sports de combat. Jean Charest, ça, c'est un sport extrême. C'est ça. Effectivement. Mais écoute, justement, regarde, tu as plus l'habitude, enfin, le public te connaît depuis, bien sûr, longtemps. Là, tu sais, je veux dire, tu as quand même une belle carrière qui se poursuit. Et parfois, le public aussi ne connaît pas quelques petits côtés de Paul Larocque. Alors, Paul Larocque, il a débuté. Qu'est-ce qui l'a amené au journalisme? Qu'est-ce qui l'a amené à couvrir la politique? Moi, j'ai toujours aimé la politique. Tu sais, puis je suis né à Val-d'Or, en Abitibi, puis mes souvenirs d'enfance, je pense que j'avais 4-5 ans. Puis j'écoutais à la télé en noir et blanc, je me souviens, à Val-d'Or, chez nous, il y avait des congrès politiques les fins de semaine, du Crédit social. Peu importe le parti, naturellement, j'aimais ça. Comme je regarde un match de hockey ou peu importe le sport, puis que j'aime ça, tu sais, j'avais déjà des affinités. Moi, j'ai un souvenir, puis je vais vous le partager parce que je me suis toujours dit, il ne faut jamais prendre la politique trop au sérieux, mais jamais la mésestimer non plus. Puis, congrès au leadership du Parti ralliement créditiste, ça se passe à Québec, au Petit Colisée. Là, moi, j'ai peut-être 7-8 ans, je ne sais pas quoi. Je regarde ça en direct un samedi. Et puis, un des candidats au leadership s'appelait Armand Bois. Et l'homme qui vient le présenter en avant devant la foule et tout ça, le présente. Et les créditistes avaient une façon de parler qui était caractéristique. Il chuintait, puis il roulait les airs. Alors, l'homme, j'oublie son nom, qui présentait Armand Bois, envolé oratoire, tout ça, puis pour parler de son candidat. Et à un moment donné, pauvre homme, son dentier. Et là, on est en direct à la télé. Et le gars en question avait des qualités athlétiques parce qu'il l'a rattrapé. Moi, je me souviens, j'ai vu ça, là, tu sais, j'étais tout jeune. Il l'a rattrapé. Et là, évidemment, tout le monde riait dans la salle. Et savez-vous ce qu'il a dit, le gars? Il a dit, « Mesdames, j'ai mes cheveux. » Il parlait à la créditiste. « Mesdames, j'ai mes cheveux. Savez-vous quoi? Vaut mieux perdre son dentier que perdre la tête. » Il avait récupéré et son dentier et l'anecdote qui est arrivée. Mais bref, tout ça pour vous dire que jeune, j'aimais la politique et puis ça s'est confirmé et puis ça a même accentué au fil des années. Je ne veux pas parler pour TVA, pour LCN puis pour les médias en général, mais c'est clair que en ce moment, il y a un clivage, il y a de l'antagonisme dans la société. L'émergence et puis le développement des médias sociaux, moi, je me dis, bon, ça a du bon, puis il y a des côtés qui sont très, très négatifs en ce moment. Je vous disais, moi, je crois à ça, la pluralité d'informations. Donc, le fait que les gens s'informent, s'abreuvent à toutes sortes de sources, tant mieux. A priori, tant mieux sur papier, tout ça. Là où ça commence à poser problème, c'est sur la véracité des informations. Ouais. Puis je m'explique très brièvement, c'est que et je dis pas que ce qui fait ces médias sociaux, c'est automatiquement mauvais, pas du tout. Mais c'est au niveau de l'encadrement et tout ça. On est sujet, nous, à... D'abord, il faut respecter un cadre d'éthique journalistique. Il n'y a pas d'informations qui sont diffusées en principe s'il n'y a pas corroboration de deux sources indépendantes l'une de l'autre. Alors, nommez-moi des gens sur les médias sociaux qui disent n'importe quoi, qui répondent à ces critères-là. Deuxièmement, il y a la loi, il y a le code criminel, sur la loi sur la diffamation, par exemple, le libelle diffamatoire et tout ça, qui est un garde-fou également pour les grands médias et auquel nous, on est assujettis, évidemment. Si on fait un dérapage absolu sur quelqu'un, ce qui va détruire la réputation de quelqu'un, il y a de lourdes conséquences à la suite. Ce qui
qui commence un peu dans les médias sociaux. Fait que, bref, pour revenir à ta question, Georges, c'est que il y a un côté dangereux en ce moment, c'est que, faisons une image, un côté Far West. Mhm. Tu sais, dans le Far West, là, quand il n'y a pas un shérif qui est capable d'appliquer un minimum de règlements pour l'ensemble de la société, c'est un problème. Ouais. Puis il y a un peu ça en ce moment. Sur la réputation des médias, ben, évidemment, ça nourrit certaines gens qui s'abreuvent de ça et entretiennent ça, la haine des médias traditionnels pour des fins politiques et tout ça. Notre responsabilité à nous, c'est, je dirais qu'elle est accrue à quelque part, c'est d'être rigoureux. C'est de faire notre travail. Puis quand on dit quelque chose, mais là, évidemment, des émissions, tu sais, l'ajoute, c'est de l'opinion, ça. Mais quand on parle de bulletins de nouvelles et tout ça, ou encore même à l'ajoute au bilan, qu'on arrive avec une affirmation, il faut que ça soit rigoureusement vérifié et tout ça. Mais la responsabilité est assez lourde en ce moment. Mais tu sais, je sais que je ne convaincrai jamais les gens qui estiment que les grands médias sont des méchants et tout ça. C'est leur liberté à eux et qu'ils l'assument. Tu sais, qu'ils l'assument. Prenons juste l'optique des médias traditionnels. Tu sais, il y avait des bulletins de nouvelles, il y avait des émissions d'affaires publiques et il y a des documentaires. Alors, tu sais, ça s'ajoute, le podcast et la disponibilité, le besoin des gens. Moi, je le sens. Les gens veulent prendre plus de temps pour... Pas tout le monde, mais plus de gens pour comprendre plus en profondeur des situations et tout ça. Puis c'est parfait. Ça ajoute, je disais tout à l'heure, à l'offre qui est faite aux gens pour qui vont s'abreuver à toutes sortes de sources pour se faire une opinion. Mais ça existe dans les médias traditionnels aussi. Tu sais, je prends un exemple, par exemple, à LCN, l'émission Contexte de la tendresse à 20h le soir, qui a un grand succès, puis qui aborde des sujets c'est international, des nouvelles internationales, et puis qui est nouveau qu'on met ça de l'avant à LCN, puis qui a un très, très bon succès d'écoute. Donc, ça répond à un besoin, comme vous, avec votre podcast, vous répondez aussi à un autre besoin. Tu sais, les gens nous écoutent peut-être en roulant en voiture ou peu importe, en faisant autre chose, puis c'est agréable. Tu amènes du contenu et tout ça, mais tu sais, moi, je trouve ça super. Là, ça fait partie du positif dans le développement de l'offre qui est faite, au fond, aux gens en ce moment. Mais en même temps, c'est un défi pour nous autres. Tu sais, les médias traditionnels, le défi, on le voit, l'écroulement du modèle d'affaires des diffuseurs généralistes est assez inquiétant. Nous, par exemple, moi, je suis à LCN, là, on répond à un besoin. Tu sais, c'est un créneau. Oui. Là, tu te rends compte que l'évolution des choses fait en sorte que, bon, l'ajoute à une émission, puis je le dis en toute humilité, puis je suis tellement, je ne veux pas dire surpris, mais tellement ravi de ça. Tu sais, l'ajoute a un succès d'écoute qui est exceptionnel. Mm-hmm. Exceptionnel. Tu sais, on m'a dit, moi, que parfois, l'ajoute à 16h à LCN, avec 1 million d'abonnés au Québec seulement, a plus d'écoute que le bulletin national de CBC. Alors, tu sais, je me dis, à quelque part, ce que les médias font, c'est pas mauvais, là. On répond à un besoin. Et puis, justement, on prend 1 heure de temps pour parler politique, nous autres, puis les gens en veulent. Les médias traditionnels sont confrontés à un grand, grand défi. Une révolution, c'est pas une évolution, c'est une révolution qui est en cours en ce moment. Mm-hmm. L'écroulement des modèles d'affaires tels qu'on les connaît. Et c'est là où il y a des créneaux pour les chaînes spécialisées en information. La façon de faire de l'information est beaucoup évolué. C'est plus la même chose. Moi, quand j'ai commencé en télévision, j'ai commencé en radio là, initialement. Ensuite, en télévision, en 92, en l'occurrence, à TVA, il y avait encore, bon, RDI existait, le CN n'existait pas encore. Et puis, tu sais, pour nous, il y avait 2 rendez-vous, enfin 3, là, mais essentiellement 2. Le bulletin de nouvelles de 18h, puis celui de 22h le soir. Ouais. Et les gens étaient captifs. Mais tu sais, vous rendez-vous compte, ça fait pas un siècle de ça, là. Non. 1992. Ça fait 30 ans, 32 ans. Là, ouais, c'est ça. Alors donc, ça s'est accéléré, l'éclatement à la fois des modèles d'affaires et la façon de faire de l'information. Maintenant, tu sais, à l'époque, puis moi, quand je suis arrivé en 92 à la Colline, je vais vous raconter une petite anecdote à Québec, à l'Assemblée nationale. Non, la première fois que je suis arrivé, c'était en 84 pour CJMS, pour Radio Mutuelle. Tu sais, René Lévesque est au pouvoir. Moi, j'ai eu le privilège de couvrir René Lévesque. Tu sais, quand j'ai commencé à la Colline, c'est quelque chose. Tu sais, les cheveux blancs, il faut que ça donne quelque chose. C'en est une. C'en est une. Tu sais, puis bon. Alors, c'était l'époque où... puis là, on venait juste de passer, technologiquement parlant, du film... aux vidéos. Mais 10 ans avant, c'était encore du film. Ça veut dire qu'il se passait un événement à 14h l'après-midi. Bien là, c'était au film. Il fallait que le film parte au laboratoire, se faire développer. Et ensuite, il y avait un montage qui était fait avec des ciseaux. Puis tout ça. Tu sais, alors, le journaliste, là, tu sais, quelque part, il avait fini tôt. Là. Il avait fini tôt. Aujourd'hui, tu sais, ça n'arrête pas.
Elle n'arrête pas. Puis, je parlais de révolution. Là. Robert Bourassa, que j'ai couvert après René Lévesque, disait, lui, il n'y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de la veille. Oui. Quand ça allait mal, puis sa gang commençait à paniquer. Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. C'est ça. Il n'y avait rien, il y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de la veille. Aujourd'hui, il faudrait dire, il n'y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de l'heure précédente. Exactement, c'est ça. Ça s'est passé en 30 ans. Écoute, le temps file, puis honnêtement, on pourrait parler avec toi pendant des heures, mais tu es bien occupé, puis nous aussi, on va aller à nos occupations. Mais je m'en voudrais de finir cet épisode sans parler d'une figure à laquelle je t'ai très longtemps associé, comme ancien staffer, moi, sur la colline à Québec. Et donc, on vous écoutait, hein, n'est-ce pas, George? On les écoutait tout le temps ensemble, évidemment. Vous connaissez séparément, mais on voyait ensemble. Tu auras compris que je veux te parler de Jean Lapierre. Ah ouais. Jean Lapierre, c'est quand même... Et puis là, tu vas voir le lien aussi qu'on fait avec le thème d'aujourd'hui. C'est que Jean Lapierre, ça a été cette personne engagée qui a fait de la politique, d'ailleurs avec deux partis, ou à la limite, on pourrait parfois se poser la question, quel est le lien entre ces deux partis, idéologiquement parlant? Ouais. Je comprends. Je l'agaçais souvent. Hein, toi, le père fondateur du Bloc québécois, un des pères fondateurs du Bloc québécois. Exactement. Mais qui s'est quand même aussi très souvent drapé dans le drapeau rouge et bleu, donc, en tout cas, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a fait de la politique active, militante, dans l'opposition, au pouvoir. Puis à un moment donné, il trouvait qu'il en avait donné bien assez et s'est reconverti, enfin, ou tout du moins, est revenu dans le monde médiatique avec le succès qu'on lui a connu, dont on a eu le privilège d'être témoin. Et il commentait la politique, il donnait son opinion, c'était ça qui est extraordinaire. Et c'était quelqu'un qui allait chercher le cœur des gens qui étaient d'accord avec lui, comme de ceux qui étaient en désaccord avec lui. Et il était un personnage médiatique. Parle-nous de cette bête médiatique qui a été ton ami. Tu ne peux pas parler de Jean sans parler de lui-même, de qui il était. Parce que il était en public ce qu'il était en privé. Je vous le dis tout de suite, là, what you see is what you get. Et puis c'était vraiment le cas. Mais Jean avait... Je reviens à M. Mulroney parce qu'ils avaient un point commun tous les deux. Des gens très généreux avec les autres. Jean rencontrait tous les acteurs politiques de toutes les couleurs politiques et était très, très généreux de ses conseils. Puis le mot qui les unit tous les deux, c'est bienveillance. Jean aimait beaucoup aider les autres, puis les conseiller, parce que faire de la politique, c'est dur, c'est au plan humain, au plan familial et tout ça. Puis Jean, tout le monde, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages après son décès, que c'est des choses qu'on ne savait pas nécessairement, mais il a aidé beaucoup de gens, puis autant par ses conseils que dans le travail lui-même, puis... Alors donc, Jean était une bébite politique, puis il vivait de la politique. J'ai jamais vu un maniaque comme ça. Georges, je pense que t'aimes ça. Salim, tu penses que t'aimes ça. Puis non, Jean ne vivait que pour la politique, mais pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Puis une des raisons pour lesquelles il nous manque à tous énormément, moi au plan personnel, mais à tout le monde aussi, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'il était, il y avait une boussole incroyable, puis dans le brouillard des temps modernes, des choses qui sont complexes, et puis tout ça, l'opinion de Jean était souvent très, très sage, et puis aidait les gens à se faire une opinion basée sur des bonnes valeurs. Puis, alors, c'est une des raisons pour lesquelles il nous manque beaucoup. Mais Jean était quelqu'un d'exceptionnel. On va s'en rendre compte. Moi, il me manque énormément, c'est clair. Il a fallu se retrousser les manches après sa mort tragique. Ça a été très difficile. La joute est née après, d'ailleurs. Ouais. Puis, vous savez comment ça s'est fait. Là, mes patrons de l'époque ont eu l'idée. Parce que moi, ce que je disais, c'est qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir sur la chaise de Jean Lapierre. C'est pas possible. Tellement il était bon, talentueux, puis inimitable. Puis, en tout cas, nous, ils sont arrivés avec l'idée de la joute. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Puis là, on va faire, au fond,
confrontation d'opinion, puis une sorte d'arène où on s'amuse, une patinoire où tout le monde joue, puis on se confronte, tu sais, parce que c'est pas possible de le remplacer, puis tout ça, tu sais, puis l'héritage de Jean est encore bien vivant. Moi, ça me réjouit, quelque part, tu sais, je suis encore en contact. Évidemment, sa fille travaille avec nous à SCN, je parle régulièrement à sa mère aussi, aux îles de la Madeleine et tout ça, tu sais, puis alors donc, c'est ça, moi, je me dis, moi, ça fait partie un peu de ce qui me motive en ce moment, c'est d'essayer de garder vivant son héritage, de faire des émissions politiques, de la couverture politique, en n'oubliant jamais que ce sont des humains, des êtres humains qui sont derrière les acteurs politiques. Puis parce que Jean avait ce souci-là très grand. Il aimait le monde, et puis, et puis il aimait tout le monde à différents niveaux. Alors, parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté les plus grands, mais il n'a jamais omis d'aller parler aux plus petits. Et évidemment, je dis ça en toute gentillesse. La preuve, puis c'est mon anecdote personnelle que j'aime parfois raconter. Je le connaissais pas très bien, très peu, mais j'étais un staffer politique sous doux gouvernement, et lui, évidemment, il connaissait tout le monde. Donc, tu travaillais pour qui à l'époque, Salim? Moi, j'ai travaillé pour Raymond Bachand, pour Sam Hamad. Et donc, écoute, je me souviens à un moment donné, le Parti libéral du Québec était dans l'opposition, puis on est l'été 2013. Et c'était la fin de l'été. Et on a échangé sur Twitter en privé. Puis là, il m'a dit, écoute, je viens justement de rentrer de mes vacances. Est-ce qu'on pourrait aller luncher ensemble? Tu me rejoins à Outremont, là, on pourrait aller luncher ensemble. On est allé aux Enfants terribles sur Bernard. Il faisait très beau, on était en terrasse. Et là, moi, dans ma tête, là, honnêtement, j'étais quand même plus jeune. Là, ça remonte à il y a déjà 11 ans. Là. Plus que ça. Voyons. 11 ans. Bref, c'est ça, 11 ans. Puis là, dans ma tête, je me dis, waouh, Jean Lapierre, vous voulez luncher avec moi, puis jaser politique avec moi? Comment ça qu'un gars comme lui... Puis là, il me donnait des conseils, puis il me disait des affaires sur le Parti libéral du Québec, etc. Évidemment, des choses que je ne révélerai pas, mais que je garde précieusement, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui m'ont aidé à naviguer un petit peu en politique, et qui m'ont aussi donné une perspective de la politique que je n'avais pas. Alors, honnêtement, c'est une personne extraordinaire. C'est extrêmement généreux, puis effectivement... parce que moi, le fait d'en parler, ça me ramène le jour de ses funérailles à l'église à Outremont, puis lorsque je parlais, il y avait 7 premiers ministres là, qui étaient devant moi. 7, écoute, de toutes les couleurs différentes. C'est quand même exceptionnel. C'est unique, c'est du jamais vu. Mais je le disais ce jour-là. Pour l'avoir côtoyé, évidemment, la rencontre des simples citoyens, c'était aussi important pour lui que de voir qu'un lunch avec Salim ou avec Paul Martin ou avec Jean Charest. J'ai pas l'importance de Paul Martin, par exemple. non, mais je suis sûr que pour Jean, c'était la même chose, parce que en même temps, il allait, je le connais, il allait chercher de l'information en même temps. Non. Puis, c'est ça, Jean, puis alors, mais le monde, puis il faisait plein de choses que les gens ne savent pas, puis il ne voulait pas que ça se sache non plus, mais c'est un gars très, très généreux de sa personne, puis de son portefeuille aussi, parce qu'il aidait beaucoup de gens démunis, puis il en amenait luncher souvent, puis je vous le dis, là, c'était aussi important pour lui, ces lunchs-là, qu'un lunch avec quelqu'un de très, très connu, puis alors c'est ça, regarde, écoute, c'est ça, Jean Lapierre, puis écoute, on s'en ennuie, je ne fais pas de cachette, c'est clair, mais quelque part, je me dis, regarde, on a une des responsabilités que j'ai puis qu'on a, c'est de... perpétuer un peu. Oui, c'est ça. Puis l'enseignement qu'il nous a donné à quelque part, c'est qu'il y a moyen de couvrir de la politique sans être cynique tout le temps, sans détruire des gens non plus. C'est ça. Moi, personnellement, il m'a beaucoup amené ça, réaliser que le poids des mots qu'on utilise, qu'on choisit, a souvent un impact dévastateur chez l'autre. Puis c'était pas nécessairement nécessaire. C'était pas nécessaire d'être aussi méchant. Oui, ça peut être spectaculaire. Mais après ça, Jean m'a montré ça, d'y repenser par 2 fois dans la façon d'aborder les choses. De ramener de l'humanité et un peu de bienveillance dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on aime. Salim, je suis content aujourd'hui parce que
On n'a pas de notes. J'ai rien préparé. Pour une fois, on va s'asseoir comme des jeunes petits élèves là, au devant de la classe. Puis, school is in session. On va apprendre. Ça fait longtemps qu'on discute avec Salim. Qu'est-ce qu'on fait avec la politique américaine? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on n'en discute pas? Il y a d'autres plateformes pour s'occuper de ça. Mais il y a toujours un intérêt. Il y a des élections qui s'en viennent, évidemment. Puis on a choisi, évidemment, la meilleure personne. Effectivement, on en parle déjà depuis quelques semaines. Et effectivement, et on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Valérie Beaudoin. Bonjour. Bonjour, c'est donc bien gentil. Merci. Quelle introduction. Valérie Beaudoin, on te suit à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Puis là, sur un nouveau balado, Miss America, on va en parler évidemment. Est-ce qu'il manque quelque chose? Là? Il manque peut-être un livre, un film? Pas encore de livre, pas de film. Je fais des chroniques à l'écrit pour Nouveau. Alors, j'écoute, je suis un peu sur toutes les plateformes, je te dirais. Le balado, il manquait ça. Le livre, ça sera la prochaine étape. Je suis désolée pour les gens qui ne m'aiment pas, ils vont me voir partout. C'est bon. Non, mais écoute, un livre, ce serait parfait, c'est idéal. Oui, juste trouver le temps avec tout ce que vous venez de nommer, d'écrire le livre, le 10 livres en quelque part. Non, effectivement. Mais ça fait pas beaucoup. Oui. Ouais. Oui, chez les petits cernes qui le disent. Oui, ça fait beaucoup, mais honnêtement, j'adore ça. Puis quand tu te prépares une fois pour une chronique et que tu la redis de différentes façons sur différentes plateformes, honnêtement, ça semble beaucoup plus de préparation par moment que c'est dans le concret. Ouais. C'est juste la gestion du temps. Parce que souvent, des fois, je fais de la télé à 6h40 le matin et je fais les débatteurs à nouveau jusqu'à 23h. Et là, ça n'arrête pas. Des fois, j'ai 10, 11 entrevues dans la journée. J'ai un enfant là-dedans. Je ne suis pas très bonne pour gérer mon horaire à la base. Alors, pour moi, c'est un défi de tous les instants. Alors, oui, c'est beaucoup, mais honnêtement, comme je l'ai dit, j'aime tellement ça que c'est pas du travail. Puis je le dis tout le temps, je ne veux pas que mes patrons entendent. Mais je le ferais même si je n'étais pas payée tellement j'aime ça. Mais on ferme la parenthèse puis on peut couper ça au montage. Aux États-Unis, c'est clair. Honnêtement, dans tous les sondages, la baisse de confiance envers le Congrès, la présidence, toutes les institutions, là, c'est au plus bas. Alors, c'est juste une courbe qui descend. Les gens ont encore confiance. L'armée, les petites entreprises, c'est pas mal ça. Je vais être bien sincère, il n'y a pas de confiance. Alors, ce que les élus font, les gens ne le suivent pas nécessairement. S'ils suivent quelque chose qui les intéresse, mais ce n'est pas dans leur parti ou dans leur ligne de pensée, ce que les autres font, c'est pas très intéressant, c'est pas pertinent. Pardonnez-moi l'expression, c'est un peu de la merde. Alors, les gens vraiment sont pas intéressés à voir l'autre point de vue. Et oui, il y a tellement d'opposition au sein du gouvernement américain, il y a tellement de polarisation que quand tu regardes ça, est-ce que ça te tente vraiment de t'impliquer puis de voir puis de croire ce que les élus te disent? C'est parce qu'ils te disent la chose la plus opposée possible. Il n'y a pas vraiment en ce moment de la place à quelque chose qui est au centre, qui est modéré. Alors, je me mets à la place d'un électeur américain puis des fois, je me dis que je serais vraiment découragée. Ouais. Je ne sais même pas, j'aurais le goût d'aller tant que ça voter. Alors, mais pourquoi on est arrivé ou comment qu'on est arrivé là? Je pense que la perte de confiance des institutions, il y a eu, entre autres, ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, la démocratie qui a été vraiment affaiblie aussi par ça, le fait qu'on remette en question les élections. Est-ce que l'intégrité électorale, c'est quand même très, très important dans une grande démocratie de se dire, on est capable de voter, c'est sécuritaire. Là, quand les deux camps te disent une chose qui est complètement opposée, je pense que ça aussi, ça t'enlève de la confiance envers les institutions. La Cour suprême, le fait que c'est autant polarisé de part et d'autre. La majorité des Américains ne voulaient rien savoir du renversement de Roe contre Wade, la décision qui faisait garantissait finalement les droits pour l'avortement à travers le pays. Et on a renversé ça. On se dit, OK, mais est-ce qu'on écoute vraiment le peuple américain? Alors, les gens voient tout un agenda dans tout ça. Alors, c'est plein de petites décisions. Je pense que c'est pas juste la présidence Trump qui a fait que les gens ont plus nécessairement confiance envers les institutions. Je pense qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos. Certaines avec raison. Certaines que c'était déjà des problématiques qui étaient là auparavant et qui se sont accélérées. Le fossé entre les riches et les pauvres aux États-Unis. Il n'y a pas de filet social. Je pourrais continuer d'en nommer comme ça. Il n'y a pas de congé de maternité. Les gens ils se disent, OK, on paye pourquoi? Oui, c'est pas comme les impôts comme ici, mais je pense qu'ils se font promettre beaucoup de choses et ils n'ont pas grand-chose en retour. Et là, je généralise parce que, bien sûr, c'est différent dans certains États. Là. Moi, j'ai l'impression que, vu de l'extérieur des États-Unis, les États-Unis, c'est plus tellement la plus grande démocratie du monde. Là, mais l'étoile américaine ne brille pas autant qu'avant. Hein. C'est vraiment ça, parce qu'on voyait ça, le modèle qui est imposé aussi à d'autres pays. Hein. Les pays que les Américains disaient vouloir sauver et dire voici comment on fait la démocratie, c'est comme ça, c'est comme nous on le fait et c'est parfait. Le problème avec tout ça, c'est pas que, je dis pas que les États-Unis, c'est pas une démocratie, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Et à force de dire que toujours tout est parfait puis que les autres font mal les choses, je pense que même des alliés des Américains ont commencé à dire, finalement,
faut regarder d'autres modèles. Les pays européens, avec la présidence Trump, ils se sont sentis complètement délaissés, mis de côté. Ils ont commencé à s'organiser ensemble. Le leadership n'était plus le même qu'auparavant. Biden essaie de refaire sa place là-dedans en levant la main en disant « Je sais que vous êtes sentis un peu délaissés, les amis, là, mais je suis de retour. » Est-ce qu'on peut réparer tous les pots cassés comme ça? Je ne pense pas. Et oui, quand il y a eu l'assaut du Capitole en janvier 2021, mais les ennemis des États-Unis ont vu la plus belle opportunité. Vladimir Poutine qui dit hey, écoutez, ils nous crachent dessus, les Américains, depuis combien d'années pour dire qu'on est une dictature, que ça va pas bien, mais regardez ce qui se passe. Je suis pas en train de dire que Vladimir Poutine n'est pas un dictateur. Là. Je veux juste préciser mes propos, mais je comprends sa réaction. Puis aussi en Chine, il disait la même chose. On nous regarde de haut, mais après ça, eux, ils laissent les gens rentrer dans leur symbole démocratique suprême, qui est le Congrès américain. Ils laissent menacer, des élus sont menacés, des élus ont peur, et après ça, on dit que l'intégrité des élections n'est pas bonne. Alors, si vous nous faites la leçon, puis vous n'êtes même pas capable de tenir une élection et qu'il y a un vrai leader qui est là, qui est élu, ça devient un peu difficile après ça de nous faire la morale. Et il faut se rappeler aussi qu'aux États-Unis, je le préciser, chez les républicains, il y a à peu près 70 au moins % d'entre eux qui pensent que Biden n'a pas été élu légitimement. Oui. C'est pas un petit chiffre, là. Il y a une très, très grande partie des Américains. Donc, imaginez tout ce contexte-là, puis après ça, tu te bombes le chest, excusez-moi, la poitrine à l'extérieur pour dire « on est meilleur que vous ». Ça commence à peser. Ouais. Je veux dire quelque chose, puis je ne veux pas paraître méchant, OK? Mais il faut le dire, puis je ne suis pas le seul à le remarquer non plus. On a 2 candidats qui semblent ne pas être fit pour la job. Là, des deux côtés. Du côté des démocrates et des républicains. Puis on se demande, c'est-tu vraiment les meilleurs choix? 400 millions de personnes aux États-Unis, c'est ces 2 personnes-là, franchement. Et je veux pas, tu sais, je me moque pas de un ou l'autre, mais tu sais, t'as Joe Biden d'un côté qui semble ne pas être tout à fait à 100%. Et l'autre, il est mêlé avec des Scandale. des scandales, puis il est en cours, puis qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je suis 100% d'accord avec toi qu'il y a d'autres choix à travers les 330 et plus millions d'habitants. C'est la question qui revient le plus souvent. Pourquoi ces 2-là? C'est un concours de circonstances. Ils sont vraiment là en raison des circonstances. Trump, parce qu'il veut se venger de l'élection de 2020 qu'il dit avoir gagné. Donc, il est en esprit de vengeance. Et Donald Trump, il n'aime pas perdre. Si on a appris quelque chose par son passé en immobilier, il va préférer faire faillite ou régler en recours. Jamais il veut avoir le statut et l'étiquette de perdant. Alors ça, c'est la première des choses. Il veut être un gagnant. Il veut le faire. On va même revenir sur les procès en disant que s'il est président, il peut peut-être en mettre de côté. Il y en a au moins 2 qui peuvent sauter comme procès. Alors ça, je pense que c'est un argument de vente qui est assez important. Et pour Biden, il est là et il le dit, et je le crois, ce scénario-là, personnellement, il est là parce que Trump est là. Parce que Biden, je vais aller dans le stéréotype, il n'y a personne qui voulait de lui en 2020. Dans la dernière élection, j'ai fait du terrain, là, en Californie, au New Hampshire, j'en ai fait un peu partout aux États-Unis, et on me disait, on aimait mieux Pete Buttigieg, on aimait mieux Kamala Harris, on aimait mieux Amy Klobuchar, on aimait tout le monde sauf Biden. C'est le choix à la fin. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait de l'expérience, qui était âgé, c'était son atout, qui était blanc, qui était modéré, qui n'était pas un extrémiste à gauche. Alors, il se disait, je vais aller chercher les votes que Trump a perdus. C'est clairement ça. C'est ça l'unique raison pour moi. La stabilité, puis le confort qu'il ne va pas changer trop les choses. Et là, on se retrouve 4 ans plus tard, Trump qui veut revenir, Biden qui se dit, ben finalement, j'ai pas fait si mal que ça, je vais rester encore parce que je pense que j'ai cet attrait-là qui est encore là. Et tu sais quoi? Biden, le fait qu'il n'est pas présent, fait que les démocrates font leur travail. Les démocrates en passent plein de projets de loi. Honnêtement, au niveau législatif, là, c'est A+. Pour les démocrates. Ils ont des projets sur les armes à feu bipartisans, un projet sur les infrastructures, des investissements de millions dans les énergies vertes, le Inflation Reduction Act. Ça ne s'est jamais vu dans les années. Ils ont tellement de milliards à dépenser qu'ils ne savent même plus où mettre l'argent. Alors, il y a plein de choses qu'ils ont fait en tendant la main à leur ennemi politique. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils n'ont pas un président qui essaie de tirer tout le jus, là, puis il n'essaie pas de prendre toute la place. Alors, Biden, le fait qu'il est effacé, pour moi, c'est quand même un atout. Est-ce que c'est le meilleur candidat? Non. J'essaie juste dans les circonstances de vous trouver les points positifs parce qu'il y en a. Mais est-ce qu'il est assez en forme pour faire un autre 4 ans? Je ne suis pas sa médecin. Mais... alors, justement, on peut parler un peu d'expérience politique, enfin en tout cas faire le parallèle entre ce qu'on a pu connaître lorsqu'on était en politique puis la politique en général. On n'est pas des experts de politique américaine, hein, certainement pas, on te défiera pas là-dessus. Mais la politique, c'est de la politique. C'est ça, la politique, c'est de la politique. Et tu sais, souvent, la perception en politique, on dit que perception is reality. On dit que la politique, ben, ça prend des tribuns, ça prend des gens qui sont
capables de fédérer un tant soit peu leur population, etc. Puis bon, effectivement, au-delà de est-ce qu'on est républicain ou démocrate, il y a beaucoup de gens aux États-Unis, puis même à l'extérieur, quand ils observent et puis qu'ils voient Joe Biden, disons que c'est pas celui qui les inspire le plus. Alors, puis d'ailleurs, vous vous souviendrez, hein, la première fois, enfin, en tout cas, il y a 4 ans, Trump l'appelait Sleepy Joe. Puis honnêtement, c'est que je fais tous les efforts du monde de ne pas voir en lui quelqu'un qui est en train de dormir. Oui. Mais quand je regarde la télé, j'ai moi-même envie de dormir quand je le regarde. Là. Oui, mais il manque un petit peu de vigueur par moment. Hein. Il y a des bons moments, Joe Biden, au discours sur l'État de l'Union. Ça, on c'est disait, vrai. qu'est-ce qu'il a pris avant? Là? C'était Ouais. l'espèce de rumeur qui circulait Ouais. même. Là. Est-ce qu'il a pris dopé. une médication, de la drogue, trop de Red Bull, je ne sais pas. Mais Joe Biden, on le voyait super combatif. Je le trouvais que c'était un très bon politicien. Mais il y a d'autres moments. Écoute, quand il lit son télésouffleur, puis il dit « silence ». Ou pause. C'est pas sa première fois qu'il est devant un télésouffleur. Là. Il fait de la politique depuis quoi, 50 ans? Oui, Tu as été au moins. vice-président des États-Unis, tu as été sénateur pendant X nombre d'années, tu as été à la tête de comité, puis là, c'est la première fois que tu es devant un télésouffleur. Moi, si je suis devant un télésouffleur pour la première fois, j'ai jamais fait ça. Là. Ça se peut que je fasse une petite erreur puis que je nomme pas la bonne chose. Mais si tu as de l'expérience comme Joe Biden, justement, tu te pètes les bretelles que c'est toi qui es le plus expérimenté, bien pourquoi tu fais ce genre d'erreur-là? Alors, au niveau cognitif, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Il y a l'âge aussi. J'ai toujours peur, là, puis je mets 2 paires de gants blancs quand je parle de son âge, parce que mon but, c'est pas de faire de l'âgisme. Non, bien sûr. Parce qu'il y a des 80 ans qui sont plus en forme que d'autres. Hein? Exact. Je veux dire, moi, je vois une Jeannette Bertrand qui approche quoi, 100 ans, puis je serais en confiance de la voir à la tête peut-être d'un pays. C'est différent. Mais c'est ça. Alors, il y a quand même cette différence-là. Et veut pas, les problèmes cognitifs, les problèmes de santé, bien, sont plus nombreux quand tu vieillis. C'est juste la biologie. C'est pas. Alors, je peux comprendre aussi les Américains d'être inquiets d'avoir quelqu'un comme lui. Et est-ce qu'on a toute la transparence? Est-ce qu'on sait exactement au niveau cognitif comment ça se passe? C'est ça aussi. C'est qu'on n'a pas l'information. Non. Et je pense que quand il n'y a pas ce flou-là, ça peut avoir des conséquences. Est-ce qu'il va faire son mandat au complet? Ça, c'est l'autre question. Hein. C'est pas pour rien que je me souviens, Nikki Haley, qui était la candidate opposée à Trump pendant les primaires républicaines, disait toujours, si vous votez pour Biden ou si Biden gagne, ça ne sera pas une présidence Biden, ça va être une présidence Harris. Ça, c'était la carte de la peur parce que les gens n'aiment pas Kamala Harris. Ils la trouvent encore plus à gauche. Ils ont peur d'elle. Alors, cette carte-là fonctionnait. Et je pense que Trump, s'il prend un petit conseil de Nikki Haley, il va utiliser ça aussi parce que ça va faire perdre des points à Biden. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans cette histoire-là aux États-Unis, c'est que les gens pensent que, bon, Trump est arrivé, puis tout à coup, la population américaine s'est polarisée. Je suis pas prêt à le croire. Moi, je pense que ces personnes-là existaient là, et puis ils ont trouvé une voie en Donald Trump, puis ils se sont juste ils sont plus devenus plus exactement. Donc c'est pas nouveau là aux États-Unis. Les gens, ce type de personnes-là existait. C'est juste que Donald Trump leur a donné une voix. La question, par contre, qui revient, c'est est-ce qu'on peut revenir ou est-ce qu'on va revenir à, entre guillemets, la normale? Je sais pas c'est quoi la normale, oui, mais tu sais, on a une situation qui est très polarisante aux États-Unis. On le voit. Les gens, comme tu viens de décrire, ils ont pris un camp, puis l'appuient de façon vraiment populiste, presque. Moi, c'est comme, qu'est-ce qui arrivera dans 5, 6, 7, 8, 10 ans? Bien, c'est une très bonne question. Et c'est quoi la normalité est un peu aussi la question que je me renvoie à moi-même. Il y a eu cette polarisation, était là depuis toujours. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine polarisation ou des extrêmes qui étaient dormantes. Hein. C'est tout ce qui est au niveau du racisme, l'extrême droite. Il y a quelques décennies, on disait ça haut et fort. Après ça, c'était complètement la chose que tu peux pas dire que tu es raciste aux États-Unis. Il y en a qui le sont encore dans le Sud puis qui le disaient, mais je veux dire de façon générale, sur la place publique, là, il n'y a pas de gars d'extrême droite qui avait vraiment un micro puis que tout le monde les écoutait puis que c'était normal. Hein. C'était vraiment plus minoritaire. Et là, lui, il a comme dit que le discours raciste ou certains discours étaient légitimes. Et c'est ça qui a fait qu'il y a plus de polarisation où on la voit plus. Parce qu'elle était là, à mon avis. Le fait, par exemple, à Charlottesville, quand il y a eu une manifestation d'extrême droite de néo-nazis, puis il y a une femme qui a perdu la vie, elle avait dit « There's good people on both sides ».
je veux dire, ça va Biden a dit « je suis allé en politique » à cause de cette déclaration-là, tellement c'était à l'extrême. Donc ça, c'est un des exemples. Quand il parle des Proud Boys, là, il veut peut-être pardonner le leader des Proud Boys qui est en prison. Tu sais, quand tu as tout ce discours-là, il y en a qui se disent « Hey, mais tu sais quoi, moi, j'ai le droit de dire ça. Hein. J'ai le droit de dire que je suis raciste ou j'ai le droit d'avoir une certaine attitude. » Donc, cette polarisation-là au niveau des là, je suis vraiment dans les extrêmes, elle est là, mais au niveau politique, est-ce que quelqu'un peut avoir une carrière politique s'il est contre Donald Trump dans le Parti républicain? Parlez-en à Liz Cheney. La fille de Dick Cheney n'était pas plus conservatrice qu'elle, honnêtement. Là. Puis c'est rendu l'héroïne des démocrates. Hein. Ils ont des posters de Liz Cheney dans leur chambre, car finalement, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement, qui est contre à peu près toutes les valeurs démocrates. Les gens ne survivent pas. Et c'est ça la polarisation, parce que tous ceux qui sont au centre, soit ils prennent leur retraite, soit ils se font montrer la porte, ils perdent leurs élections ou les primaires, ou s'ils restent, ben ils vont se fermer, puis ils vont pas trop parler, puis ils vont pas vouloir se prononcer sur des trucs controversés. Et ça, c'est dommage, parce que la beauté encore du système américain, c'était pas comme le système canadien, québécois de ligne de parti à tout prix. Tu avais des gens, même si c'était une politique, par exemple, de ton président qui présentait, c'était super important à ses yeux, mais si toi, tu trouves que c'est pas une bonne politique, puis que tes électeurs seront pas d'accord avec ça, bien, tu t'en vas de l'autre côté. Tu vas tendre la main à ton ennemi politique pour le temps d'un projet de loi. Tu vas travailler avec eux, puis c'est correct. Est-ce qu'on voit ça si souvent maintenant? Extrêmement rare. Extrêmement rare. Et ça fait que ça se rapproche peut-être un peu plus de notre système politique de ligne de parti. Et je trouve ça bien dommage. Beaucoup de personnes qui observent la politique canadienne disent que si on pouvait davantage ramener le pouvoir au centre, ça irait chercher plus de monde. Et donc, ça frustrerait aussi moins de monde. Est-ce qu'aux États-Unis, on n'est pas justement là-dedans? C'est-à-dire que cette polarisation fait en sorte que tout le monde s'en va vers les extrêmes, mais quelque part, il y a peut-être une majorité qu'on pourrait aller chercher un peu plus au centre. Puis là, quand je dis ça, c'est parce que, tu sais, souvent, on tape sur les républicains parce qu'on les trouve intenses, surtout sur des questions à mon sens, de liberté fondamentale, là, sur les questions d'avortement, sur d'autres questions, etc., là, qui ne sont pas populaires, comme les armes à feu, etc. Mais chez les démocrates, on peut aussi observer que parfois, il y a une espèce de radicalisation aussi un peu plus à gauche qui vient donner du gaz à ceux qui votent Trump. Est-ce que, justement, quelque part, c'est ce qu'on est en train de perdre, c'est qu'on a deux partis qui chacun va dans un sens, mais dans le sens complètement opposé. Je pense que oui. Il y a une frange plus à l'extrême gauche du Parti démocrate. Je pense à le Squad, là, justement, avec Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on connaît bien, et ses acolytes, les autres femmes qui ont été aussi élues en 2018, qui emmènent large, un peu comme la frange de l'extrême droite qui est dans le Freedom Caucus, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Matt Gaetz et tout ça. Oui, parce qu'ils ont du pouvoir. Ça dépend toujours de à quel point tu as une majorité dans tes chambres. C'est comme ça parce qu'une ou deux personnes peuvent faire tout basculer. Hein. C'est là qu'on voit le pouvoir des extrêmes. On l'a vu beaucoup avec les républicains parce qu'on reprend ça en exemple parce que c'est eux qui sont au pouvoir à la Chambre des représentants, puis c'est eux qu'on entend le plus aussi. Hein. Leurs chicanes de famille sont très, très fortes et très intenses. Mais oui, il y a cet extrême que je vois. Par contre, chez les démocrates, il y a quand même des gens qui sont restés au centre. Et Biden n'a pas cette attitude de dire si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes out du parti. Puis je pense pas qu'il a le pouvoir de le faire aussi. Bien sincèrement, là, Trump a beaucoup plus de pouvoir sur son parti que Biden pourra en avoir jamais. Alors ça, c'est différent aussi parce qu'il n'y a pas cette espèce de petit marteau que tu as au-dessus de la tête de dire ça va aller mal sinon. Un des exemples, Biden en ce moment là, est dans une espèce de casse-tête terrible avec la situation Israël-Hamas et la situation en Palestine. Parce qu'il y a une frange de son parti qui veut vraiment qu'il n'y ait plus d'armes à Israël, qu'on dénonce que tout ce qui est cette demande d'avoir un mandat d'arrêt contre Netanyahou, qu'on aille de l'avant avec ça, qu'on félicite le tribunal pénal international et tout ça. Et tu as une autre frange qui est pro-Israël au sein du Parti démocrate qui va dire non, on veut quand même qu'on envoie un message de faites attention aux civils et tout ça, mais on veut rester des alliés toujours d'Israël. Alors là, il navigue avec ça. C'est pas parce que l'extrême gauche le mène par le bout du nez, parce qu'au contraire, il est encore en train de livrer des armes. Pendant à peu près 2 jours, il a dit je vous livrerai pas des bombes, puis après ça, il en a envoyé, puis il a négocié pour $1 milliard supplémentaire. Fait qu'ils n'ont peut-être pas autant de pouvoir que chez les républicains, mais des centristes, dans les électeurs, je reviens un peu au début de ta question, juste les indépendants, c'est plus de 30% des Américains. C'est pas une poignée de gens qui n'ont pas de famille politique. Je pense même que c'est comme autour de 33-35% même.
c'est beaucoup, c'est des millions d'Américains qui se reconnaissent pas dans le Parti démocrate, qui se reconnaissent pas dans le Parti républicain, puis qui vont y aller au meilleur un peu de leur connaissance avec les promesses, ou soit qui vont rester à la maison. Alors, il y en a beaucoup qui veulent des centristes, des gens modérés, des gens qui ont une logique politique. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans des politiciens? De moins en moins. C'est ça. Je veux juste revenir à ce que tu disais, parce qu'on parle souvent avec Salim sur le contexte politique du Canada. Puis on sait que, il y a des tendances souvent au Canada qu'on absorbe un peu des États-Unis, que ce soit politique, culturel, whatever. Puis on a eu plusieurs invités qu'on leur a posé la question aussi, juste par curiosité, parce que ça fait peut-être 1 ou 2 ans maintenant qu'on entend les députés de Justin Trudeau, même Justin Trudeau ou ses ministres parler de far-right politics, Trump-like politics, puis qu'on n'a pas besoin de ça au Canada. Puis évidemment, ils font la comparaison à Pierre Poilievre. On comprend, c'est ton adversaire politique, on va le peindre de façon un peu négative, mais ça fait quand même un bout qu'on fait la politique. On n'a jamais vu ça. De caractériser tes adversaires, c'est normal, c'est la game politique. Mais d'aller à ces bouts-là où tu parles d'extrémisme, de fasciste, de je sais pas trop quoi, pour parler de ton adversaire, on n'a jamais vu ça ici au Canada. Au moins, je me rappelle pas. Puis, je trouve qu'on s'approche beaucoup plus de cette polarisation dont on parlait, qui est présente aux États-Unis. Comment tu vois ça, toi, pour la politique ici au Canada? Je le vois sur les réseaux sociaux. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à Donald Trump. Donc, c'est facile après ça de pointer ces gens-là du doigt, de dire qu'il y a un mouvement d'extrême droite. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite au Canada? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite au Québec? Oui. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite dans ma ville, en banlieue? Oui. Je veux dire, il y en a partout. C'est pas ça. Est-ce que Pierre Poilievre et Donald Trump? La réponse est non. Le conservatisme qu'on a ici au Canada, c'est pas du conservatisme américain. Là. On est très loin. Juste au niveau social, il y en a des gens qui veulent plus qu'il y ait droit à l'avortement ici, mais est-ce que ça va être le prochain projet de loi s'il y a un gouvernement conservateur qui est élu? Moi, j'y crois pas. Est-ce qu'il faut être vigilant de plein de choses? Est-ce qu'il peut y avoir des changements, des tendances à travers le temps, de mouvances d'extrême droite qui vont prendre plus de pouvoir? Oui, mais je ne fais pas partie de cette branche-là de gens qui voient ça en disant que ce qui se passe au Canada ressemble à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'ils font des petits? Les Américains ici, est-ce qu'on importe un peu d'idées de conflits aux États-Unis? Oui, tout à fait. Juste les camionneurs avec les drapeaux de Trump, il y avait on sentait qu'on était aux États-Unis, qu'on n'était pas à Ottawa. Au niveau culturel et communicationnel, puis toi qui fais de la radio puis de la télé, je suis sûr que tu es consciente de ça. Il n'y a rien qui arrive à unir en termes de communication les Canadiens entre eux, qui s'alimentent plus en télé américaine. Tout à fait. Et qui donc, finalement, entre un Canadien de l'Est et un Canadien de l'Ouest, la référence, elle est américaine. Et c'est ça qui est un peu fou. Puis quand on s'abreuve, bien sûr, ensuite de certaines télés, Fox News de ce monde, je ne veux pas nécessairement mettre l'accent juste sur eux autres, il doit y en avoir d'autres. Eh bien, peut-être qu'au final, ça a un impact. Puis c'est peut-être ça le rapprochement que les gens font entre Pierre Poilievre et Donald Trump. Oui, puis il y a des gens qui se disent Pierre Poilievre, ça va peut-être être la voie pour justement avoir certaines politiques à la Trump. Il y en a qui vont avoir cet espoir-là. Tu parles de médias américains. Là, on est au Québec, mais dans le Canada anglais, de façon générale, ou je te dirais même au centre du Canada, on va regarder peut-être beaucoup plus Fox News qu'on va regarder n'importe quelle télé canadienne. Voilà. Donc, l'information est là. Et aussi, tout ce qui est les podcasts américains qui sont plus d'extrême droite. Donc, quand tu es francophone, tu ne vas pas nécessairement aller, ça ne va pas être ton réflexe d'aller écouter certains animateurs ou pseudo-animateurs ou anciens politiciens qui vont te dire comment penser, comment agir. Je pense aussi que la gestion au niveau de la pandémie a fait des petits avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe ici. Il y a des gens qui se sont radicalisés pendant cette période-là aussi. J'ai beaucoup de personnes qui vont m'écrire, qui se disent pro-Trump, mais qui agissent dans leurs commentaires comme s'ils votaient aux États-Unis. Ils n'ont pas la double citoyenneté, là, en tout cas, je pense la majorité, mais ils ont cette attitude de dire « Trump, c'est notre leader ». Ils sont au Canada, mais Trump, c'est une espèce de leader qui dépasse les frontières pour beaucoup de Canadiens parce qu'ils écoutent les médias américains, ils écoutent ce que Trump va dire et ils prennent ça comme si c'était l'unique vérité. Il y en a des Trumpistes au Canada, c'est clair, net et précis. Je ne sais même pas s'ils vont voter nécessairement à l'élection fédérale, mais ils voteraient, je te confirme, s'il y avait une élection américaine ici. Comment vois-tu, toi, là, comme observatrice assidue de la politique américaine, la manière dont ça peut être reçu
au Canada ce qui va se passer dans les prochains mois aux États-Unis? Ben, je pense que si Donald Trump est élu, c'est très facile pour Justin Trudeau d'utiliser l'épouvantail qu'est Trump dans l'élection parce qu'il le fait déjà avec certains propos, avec Pierre Poilievre. Il va le faire encore, de dire, ben là, sinon l'Amérique du Nord va être dirigée un peu par la même personne et qu'il ne va pas tenir... Tu sais, lui, je pense que Trudeau veut démontrer là, que là, il est capable de tenir tête à Trump. C'est pas pour rien qu'il a dit dans certaines déclarations, mais là, si c'est lui qui est président, ça va être chaotique. Tu sais, il s'est prononcé, d'habitude, tu fais pas ça là, quand il y a une campagne comme ça, de dire hey, peut-être mon futur allié politique, ben j'ai pas tant le goût de discuter avec lui parce qu'il est pas prévisible. Hein? Ça, on le sait. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui avait besoin de l'entendre nécessairement de cette façon-là. Donc, je pense que oui, c'est à l'avantage de Justin Trudeau, du gouvernement Trudeau, si c'est Trump qui est élu. Si c'est Biden, est-ce qu'il va l'utiliser aussi à son avantage en disant que c'est encore de la stabilité, qu'on va avoir la stabilité nord-américaine et tout ça? Je pense que oui aussi, il peut l'utiliser à sa façon. Est-ce que je crois que si c'est Pierre Poilievre et Trump qui sont les deux à la tête du pays, les discussions vont se faire plus facilement? Oui. Et ça, peut-être que lui aussi va utiliser ça en voulant dire... Pierre Poilievre, je parle, il va dire avec Trump, moi, je ne pars pas avec l'idée que je ne veux pas travailler avec lui. Fait que ça va bien se faire. On va être capable de collaborer ensemble, même si on n'est pas d'accord avec tout. Je suis en train de faire sa conseillère politique de peut-être des choses, des arguments à dire, mais oui, je crois sincèrement que les deux vont utiliser l'élection américaine. Valérie, on va mettre un petit point. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu prépares? À quoi s'attendre? Tu veux dire dans mes projets personnels ou Ouais. la politique américaine? Ce que tu veux. OK, ben, je peux dire deux choses. Moi, ce que je vais regarder en politique américaine, c'est vraiment qui va être le colistier de Trump. Ça, c'est vraiment mon petit suspense à moi là, qui m'intéresse vraiment de voir est-ce qu'il va aller avec quelqu'un qui est plus modéré pour aller chercher des élus, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est très, très intéressant. Ou il va aller avec quelqu'un qui est du mouvement MAGA, puis là, je pense qu'il va s'aliéner une partie des électeurs. Alors, je ferme ma parenthèse. Mais sinon, ben, on termine la saison, nous, de notre balado Miss America, donc le dernier épisode qui s'en vient. Par la suite, on va être de retour à l'automne. Alors ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça va être les élections. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que dans le podcast, à date, j'ai pas à peine prononcé Trump. J'ai à peine prononcé élection. On voulait justement aller ailleurs, parce que moi aussi, des fois, je suis tannée de parler juste de Donald Trump. Je sais que les gens veulent entendre autre chose. Donc, c'est ce qui s'en vient. Mais sinon, pour l'automne, de retour, là, mordu de politique, à chaque jour à RDI, du lundi au jeudi, 98.5 aussi. Là, je serai de retour à l'émission du retour avec Philippe Quentin, cette fois-ci, qui va animer. Puis plein d'autres beaux projets qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être mon petit marathon de politique qui commence. On va te suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Merci Valérie, de votre d'être invitation. venue nous parler. Merci.